reprendre d'abord un peu de recul pour dire où nous en sommes. Nous en sommes d'abord à l'échelle mondiale, mais vous le savez tous, dans une situation extrêmement problématique sur les grands enjeux environnementaux, que ce soit le dérèglement climatique, l'augmentation toujours régulière des émissions de CO2, perte de biodiversité qui là aussi est un élément qui remet en cause évidemment notre futur commun. Ça, c'est le cadre toujours extrêmement préoccupant, inquiétant. Mais en face, nous avons des mobilisations. Nous avons à l'échelle mondiale un multilatéralisme qui repart grâce au changement notamment de président aux États-Unis. Et ces premières annonces sont plutôt rassurantes et enthousiasmantes sur le fait effectivement que les États-Unis vont assumer leur part de responsabilité. Et on a une Union européenne qui reste dans ce multilatéralisme un acteur extrêmement important, souvent le plus ambitieux, et on le voit actuellement à travers les nouveaux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec le moins 55% en 2030 à l'échelle de l'Union européenne, qui est un objectif de réduction des émissions qui est raccord avec la trajectoire mondiale de degrés telle que les scientifiques nous le demandent. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Et notre rôle à tous, élus locaux, élus nationaux, techniciens de nos collectivités, c'est de participer à cette dynamique. Il est clair, je crois maintenant, Sabine peut presque en témoigner, peut-être pas depuis le tout début, mais ça nous fait à peu près 20 ans que je dis à peu près la même chose, et ça reste, me semble-t-il, pertinent, que c'est bien la vie quotidienne des habitants de nos territoires, notamment en Europe, qui font ces grands résultats environnementaux. C'est bien notre vie quotidienne, notre manière de nous nourrir, d'habiter, de nous déplacer, qui font l'étalement urbain, qui font la perte de biodiversité, qui font les émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous avons un rôle absolument clé à jouer sur l'ensemble de nos territoires pour répondre à ces enjeux. Et depuis maintenant, là aussi, de longues années, se pose la question de l'articulation entre les grands objectifs européens et l'action dans les territoires. Je vous rappelle, mais vous le savez, que l'Union européenne, c'est d'abord des États, un Conseil européen, des accords entre États, et l'articulation entre l'Union, entre Bruxelles et les villes et les territoires a toujours été quelque chose de relativement compliqué, qui n'est pas le cœur de la mission de l'Union européenne. Néanmoins, depuis un certain nombre d'années, un certain nombre d'initiatives ont été lancées par l'Union européenne, des dialogues se sont installés. Il y a eu par exemple cette dynamique autour du prix de capitale verte de l'Europe que je connais particulièrement puisque Nantes a été longtemps la seule ville française capitale verte de l'Europe. Ça n'est plus le cas et nous en sommes très heureux. Et je salue nos amis de Grenoble qui viennent de remporter le prix et qui vont avoir animé cette année Capitale Verte. Et puis, il y a une initiative absolument essentielle qui est la Convention des maires sur l'énergie et le climat, où l'Union européenne a donc demandé aux territoires volontaires de s'engager à dépasser les objectifs européens, qui étaient initialement les objectifs 2020, le fameux 3 x 20 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et cette initiative qui a fédéré des milliers de territoires, pas que des grandes villes. En Italie, par exemple, c'est beaucoup de toutes petites communes qui y ont participé. Les derniers chiffres sur les résultats de cet engagement sont très impressionnants. Vous les retrouverez notamment sur le site de l'association Climate Change que je préside. Je rajoute une casquette à la présentation initiale, puisque dans le cadre de notre observatoire de l'action climat, et notamment du rapport sur les collectivités territoriales, rapport que nous avons publié il y a tout juste quelques semaines en avril, nous reprenons les résultats d'analyse européens qui montrent que ces territoires qui se sont engagés aujourd'hui sur les chiffres connus, qui sont plutôt les chiffres encore 2017-2018, évidemment, il y a toujours un temps de recul, et ben, l'objectif de 20% de réduction d'émissions est déjà dépassé
par ces territoires. Donc, si on a une dynamique dans les territoires, ça marche. Et pour ça aussi, il faut en permanence échanger entre nous, échanger sur les meilleures pratiques, échanger sur les difficultés. Donc, cette mise en réseau, qui est évidemment aussi d'abord le travail de nos réseaux d'élus et de collectivités comme le CCRE, la FCCRE et d'autres réseaux avec lesquels nous travaillons, je crois que cette mise en réseau est absolument essentielle. Donc, je crois que cette nouvelle initiative européenne sur l'accord des villes vertes rentre totalement dans cette logique à travers, bon, je ne vais pas redire ce qui était dans la vidéo, à travers les 5 grands objectifs qui ont été annoncés. Je crois qu'il ne faut jamais bouder la possibilité de participer à une dynamique et à un moment d'échange. Donc moi, j'accueille évidemment très favorablement cette nouvelle initiative européenne, en regardant évidemment, par contre, derrière, mais je ne sais pas si nous aurons l'occasion aussi d'en discuter avec la Commission, et je ne veux pas, on ne va pas en faire un moment de débat, c'est d'abord un moment de présentation, mais il faut aussi regarder comment, effectivement, la Commission, et notamment dans le cadre du New Green Deal et du pacte de relance, peut accompagner évidemment nos territoires dans les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Je ne perds jamais de vue cette dimension extrêmement importante, puisque à partir du moment où la Commission européenne est très claire sur le fait qu'une part plus que significative, 30% du budget européen, doit avoir un impact environnemental et climatique positif, que c'est aussi le cas, évidemment, pour l'ensemble du plan de relance, y compris la participation européenne au plan de relance nationaux, eh bien, il faut que tout cela se transforme en actions financées, concrètes, ambitieuses, à la hauteur des enjeux. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et je ne sais pas, Sabine, si c'est du coup Axel qui Oui, merci continue. Ronan. Voilà. Merci Ronan pour ton intervention. Effectivement, le lien que on fait systématiquement aussi avec l'accompagnement et le soutien financier, notamment apporté par les institutions européennes auprès des collectivités territoriales et des territoires en général. On pourra sans doute y revenir aussi dans la partie échange. Je propose qu'on poursuive le déroulé de notre séquence consacrée à la présentation de l'accord des villes vertes. Le représentant de la Commission européenne, Gilles Gantelet, donc le directeur de l'unité politique coordination gouvernance et ressources live, doit nous rejoindre d'ici quelques minutes. Mais en l'attendant, je vais proposer à Axel Griffon, qui est chargé de mission environnement et mobilité au sein de notre organisation européenne, le Conseil des communes et régions d'Europe, de prendre la suite. On va vous proposer quelques questions sur lesquelles on vous propose de vous prononcer. Axel, je te laisse la main. Merci beaucoup Sabine, et merci pour cette invitation à ce séminaire en ligne. On n'a pas le temps de faire un véritable tour de table pour tous vous connaître, mais on serait vraiment intéressé de savoir quelle institution, organisation vous représentez. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans le chat pour venir voter et nous dire si vous représentez plutôt le niveau local, une municipalité, une agglo, une intercommunalité, plutôt le niveau région ou département, ou alors un réseau ou une association de collectivités. Voilà, je vois que les votes commencent à arriver. Merci beaucoup à tous les votants. Donc là, on voit qu'on a une majorité de représentants d'autorités locales. Donc parfait, vous êtes notre cible puisque c'est vous qui êtes visés par le Green City Accord. C'est les villes qui sont les signataires, mais les régions et les départements peuvent aussi accompagner ces signataires en étant promoteurs de l'accord. Donc restez avec nous, j'ai aussi des choses à vous présenter. Très bien, j'ai déjà 22 participants, c'est pas mal. Je voudrais passer à une deuxième question, si vous voulez bien, rester sur la même page. Je voulais savoir si avant ce webinaire, vous aviez déjà entendu parler de l'accord des villes vertes, avant les communications qui ont été envoyées par la FCCRE. C'est une initiative qui a été lancée en octobre 2020
dans des conditions sanitaires un peu particulières. On n'a pas pu faire de gros événements, de cérémonies. Donc, on est intéressé de savoir si vous avez reçu ces informations d'une façon ou d'une autre. D'accord, donc plutôt un public qui ne connaît pas encore tout à fait l'initiative. Donc, ne vous inquiétez pas, on va reprendre tout depuis le début et on va tout vous expliquer. Parfait. Très bien. Je vous laisse encore juste quelques secondes pour voter. On a déjà des gens qui sont informés, notamment Lille qui va nous présenter déjà son parcours dans le Green City Accord et j'espère que beaucoup de villes vont bientôt rejoindre Lille en devenant signataires également. Très bien. J'ai une dernière question à vous soumettre avant notre prochain intervenant. J'aurais voulu savoir parmi les 5 domaines suivants, qui sont les 5 thèmes du Green City Accord, lesquels représentent selon vous les plus grands défis environnementaux à l'heure actuelle pour les villes. Alors vous pouvez en choisir plusieurs, il me semble. Donc bien sûr, chaque ville a ses propres défis, mais si on regarde à l'échelle de la France, selon vous, où est-ce qu'on a encore du chemin à parcourir? Ok, je vois que ça s'équilibre quand même. Il n'y a pas un domaine qui se démarque beaucoup plus. C'est vrai que depuis le début du lancement du Green City Accord, on voit que la pollution sonore, le bruit, est un défi qui est un petit peu en retrait, mais avec un vrai besoin de développement pour les villes, de connaître un petit peu mieux comment gérer ces pollutions. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qu'on a ajouté dans le Green City Accord. Très bien. Merci beaucoup pour vos votes. Merci Axel. Monsieur Gantelet n'est pas encore connecté, sauf à ce que, effectivement, je ne l'ai pas identifié, mais il ne me semble pas qu'il soit encore connecté. Je te proposerai éventuellement de démarrer la présentation du contenu même de l'accord et on reprendra la main dès qu'il sera connecté, si tu en es d'accord. Oui, pas de souci. N'hésite pas à m'interrompre. Ouais, je te fais signe dès qu'il arrive. est connecté. D'accord. Alors, hop là. Donc, voilà. Donc, je finis par me présenter. Donc, je m'appelle Axel Griffon. Je travaille au Conseil des communes et des régions d'Europe. Vous êtes familier avec l'AFCCRE, le Conseil des communes et des régions d'Europe est le représentant des autorités locales et régionales au niveau européen. Donc, nous avons une 60aine de membres, dont l'AFCCRE, mais aussi toutes sortes d'associations qui représentent des villes, des régions, des départements dans toute l'Europe et un peu au-delà des limites de l'Union européenne, avec des membres dans les Balkans, du côté oriental en Ukraine, en Turquie, etc. Ma présentation va durer à peu près 10 minutes environ et je vais vous présenter l'accord des villes vertes, quels sont les engagements qui sont attendus par les collectivités, le rôle des promoteurs, comme je vous le disais, donc plutôt les régions ou les associations. Excuse-moi Axel, je suis vraiment désolée de te couper, monsieur Gantelet est en train de se connecter, donc c'est parfait. C'est parfait. Monsieur Gantelet, est-ce que vous nous entendez ? Monsieur Gantelet, je ne vous vois pas, pourtant vous avez été accepté. Ah. Oui, monsieur Gantelet, votre micro est coupé. Ça y est, il ne l'est plus. Oui, bonjour monsieur Gantelet, un grand merci pour votre participation à cette réunion d'information consacrée à l'accord des villes vertes. Je sais que votre temps est compté, donc je vous laisse immédiatement la parole et vous remercie de nouveau pour votre présence. Non, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis très content de faire cette intervention pour 3 raisons. La première, c'est que je vais vous parler de l'accord sur les villes vertes, mais surtout parce que ça me donne l'occasion de parler en français, ce qui n'est pas toujours donné par les temps qui courent. Et donc, vu que c'est ma langue maternelle, je suis encore plus heureux de pouvoir l'utiliser. Et puis surtout, c'est que je vois que l'événement est accueilli par
par le CCRE. Et il se trouve voilà, que j'ai une histoire avec le CCRE, ça me ramène quasiment 35 ans en arrière, lorsque je faisais des conférences dans toute la région Rhône-Alpes-Bourgogne pour le CCRE, pour expliquer le traité de Maastricht et expliquer le fonctionnement de l'Union européenne. Donc voilà, donc je vous remercie pour ce vin de jouvence que vous êtes en train de me donner. Ce que je voulais peut-être donner comme indication, c'est de rappeler simplement combien les villes sont importantes pour l'agenda européen, pour le Green Deal. Vous savez que pratiquement plus des 2/3, voire les 3/4 de la population va vivre dans les villes, et c'est là que l'on trouve l'une des sources de pollution les plus importantes et qui pose le plus de problèmes pour atteindre en fait les objectifs du Green Deal. Et ce que je voulais indiquer, c'est que si on a fait cet accord des villes vertes, c'est parce que, même avant le Green Deal d'ailleurs, il manquait une partie qui était la partie environnementale. Il y avait beaucoup de choses sur le climat et c'est très important. Il y a d'ailleurs toute une action qui va être menée au niveau de la recherche sur les questions de climat, mais sur la partie environnementale pure, et notamment qualité de l'air, qualité de l'eau, les questions des déchets, pas grand-chose avait été fait jusqu'à présent, et pas grand-chose n'avait pu être organisé pour s'assurer que les villes allaient se mettre en réseau. Et qu'est-ce que ça veut dire se mettre en réseau ? Ça veut dire que tous ensemble, on s'aperçoit que nous avons des problématiques communes, que nous faisons face à des défis communs, et dans lesquels on peut non seulement échanger et recevoir l'information depuis les villes vers l'Europe et de l'Europe vers les villes, et ce double mouvement est très important, mais également de se rencontrer entre pairs, c'est-à-dire de pouvoir échanger sur les problématiques qui sont souvent avec les mêmes difficultés, avec les mêmes problèmes rencontrés, ou au contraire des situations différentes. Et tout cet exercice qui a déjà été fait depuis très longtemps dans certains domaines, notamment le climat, parce que je le mentionnais, par le biais du Covenant of Mayors, c'est quelque chose qui est particulièrement utile parce qu'on s'aperçoit que ça permet souvent, non seulement à l'intérieur d'un même pays, mais aussi par les échanges avec les autres pays, de comprendre les différentes problématiques et parfois même de proposer des solutions ou de s'entraider. Donc, c'est un peu la même logique que les jumelages à l'origine. C'est un peu la même logique que les jumelages qui étaient là pour favoriser la paix et faire que les ressortissants de plusieurs pays puissent se comprendre et travailler ensemble et échanger sur les aspects à la fois culturels et de gestion des villes. Mais là, c'est vraiment la même situation, c'est-à-dire de pouvoir échanger, travailler ensemble pour obtenir des résultats sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas de secret et ce n'est pas un fonctionnaire européen qui va vous dire le contraire de fait, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses au niveau européen. On peut pousser pour une législation qui soit plus stricte. On peut organiser justement la mise en œuvre de ce pacte vert européen. Mais il y a une chose que l'on ne peut pas faire, c'est d'assurer la mise en œuvre sur le terrain de toute la législation. Et vous savez que sans doute que c'est l'un des grands problèmes de la législation européenne sur l'environnement, c'est qu'il y a une législation cadre qui est déjà assez précise. On pourrait débattre si on peut aller plus loin et comment l'améliorer. Mais la vérité, l'un des grands défis, c'est qu'en fait, une bonne partie de la législation européenne reste lettre morte et les citoyens ne le supportent plus. Les citoyens ne le supportent plus parce qu'ils disent « mais l'Europe ne fait rien pour l'environnement ». On leur dit « si, regardez, beaucoup de choses ont été faites ». Et ils disent « ah oui, mais ce n'est pas le cas chez moi ». Et c'est là-dessus qu'il faut tous nous battre ensemble parce qu'il faut que sur le terrain, les élus puissent montrer aux citoyens que les réalisations ont lieu, qu'il y a un impact sur la vie quotidienne, sur la qualité de la vie des citoyens européens, mais en même temps, il faut montrer que cette législation européenne, souvent transmise ensuite dans la législation nationale, va avoir un impact sur le terrain et qui montre que l'Europe, justement, ne sert pas à rien. C'est un effort collectif que nous devons tous faire ensemble. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre en cette introduction, parce que je sais que vous allez avoir une journée très riche
sur le sujet. Quels sont les objectifs de cet accord des villes vertes, qui est une expérience pilote pour essayer de voir justement si on peut intégrer et s'assurer qu'il y a ce réseautage des différentes villes européennes pour mettre en œuvre la politique de l'environnement. Ce que l'on attend en fait par cet accord, c'est une amélioration très significative de la qualité de l'air et qui permette le respect des directives qui existent, mais aussi des objectifs qui sont définis par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qu'on espère aussi, c'est d'obtenir des progrès assez importants sur la qualité des eaux naturelles et l'efficacité, une meilleure efficacité dans l'utilisation de l'eau. J'ai commencé ma vie professionnelle dans un syndicat intercommunal dans le Beaujolais sur l'eau, c'est un paradoxe, mais j'ai pu saisir combien ces enjeux étaient importants, non seulement pour des villes de grande importance, mais aussi des villes moyennes, mais aussi dans le réseautage et dans les villes rurales. Donc, la question des villes est essentielle, mais il faut prendre aussi en considération les villes de moindre taille, mais qui peuvent affronter des problèmes tout à fait similaires. Ce qu'on attend également, c'est des progrès dans le renforcement de la biodiversité, urbaine principalement, parce que la biodiversité, il y a beaucoup de choses à faire en campagne, mais dans les villes, il y a certainement beaucoup plus à faire pour aménager des espaces verts de qualité qui soient plus étendus et qui jouent un rôle également dans la lutte contre le changement climatique et la qualité de vie. Également une progression vers l'économie circulaire. Vous savez que parmi les piliers du pacte vert européen, il y a non seulement la biodiversité, il y a non seulement la pollution zéro, mais il y a également toute l'économie circulaire qui, au-delà, là aussi, de ce que l'on peut faire au niveau de la législation européenne, est un enjeu aussi local, aussi de soutien aux PME, mais aussi une façon d'organiser la vie dans les communes. Et ça touche bien évidemment principalement la question des déchets. On a pu voir d'ailleurs des expériences dans certains territoires aussi français, comment les villes et les associations peuvent s'organiser pour justement changer la façon que l'on a de gérer les déchets. Et puis enfin, une réduction significative de la pollution sonore. C'est un point qui est souvent un peu méconnu, d'autant que la législation européenne ne va pas très loin sur le sujet. Elle est plutôt fondée sur le bon vouloir des États membres, mais il y a certainement encore beaucoup de choses à faire. Et au niveau des villes, c'est une préoccupation que vous, élus et représentants d'élus, vivez évidemment au quotidien. Alors, ça, c'est les grands enjeux du pacte vert. C'est plutôt des généralités, évidemment, mais c'est quand même des objectifs précis qui sont en phase avec les efforts qui sont faits justement dans tous les pays sur lesquels l'ensemble des pays européens sont en train de s'accorder. Ce que l'on attend des villes signataires, ce n'est pas simplement une signature et de dire, voilà, regardez, je fais partie d'un groupe. Ça demande effectivement un engagement un peu plus important, c'est-à-dire que les villes qui décident de signer sont tenues de mettre en œuvre de façon intégrer des programmes qui montrent justement qu'elles sont engagées dans cette dynamique et qu'elles peuvent rendre compte, on pense à tous les 3 ans, de l'état de mise en œuvre et des progrès qui ont été réalisés depuis le jour de la signature. Il y a pour cela un système de suivi et de compte-rendu qui est développé. On essaye de faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose de bureaucratique, c'est-à-dire il ne faut pas remplir des fichiers avec, comme dans le film L'Auberge espagnole, des chemises rouges, jaunes ou vertes, mais il s'agit bien de développer des indicateurs obligatoires, une vingtaine. Elle est en train d'être mise en place et là aussi, je vais être très clair, l'intention n'est certainement pas de surcharger les autorités municipales. C'est plutôt d'élaborer sur le travail qui est fait, de le systématiser pour qu'il soit comparable, mais de rester à quelque chose qui reste assez simple et qui permette de faire ce suivi qui est nécessaire sans pour autant rajouter d'autres contraintes. Alors évidemment, nous sommes conscients que les objectifs de cet accord sur les villes vertes, ça va obliger les villes qui signent à prendre de nouvelles mesures.
Et il va falloir améliorer la qualité de l'air, enfin, la surveillance de la qualité de l'air pour pouvoir rendre compte, lutter contre la pollution de l'eau, utiliser de nouvelles technologies de traitement des déchets. Enfin, il y a des nouveaux systèmes de collecte, de tri sélectif. Mais moi, je suis surpris depuis 5 ans que je travaille plus précisément dans l'environnement de voir combien les choses vont vite. C'est-à-dire vous-même sur le terrain, très souvent, vous avez déjà pris des mesures, vous êtes déjà en train de développer un certain nombre d'activités. Et moi, je suis surpris de voir que les acteurs privés du monde des affaires, de l'économie, mais aussi les acteurs publics et au niveau le plus proche des citoyens, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, il y a beaucoup d'expériences qui sont en train d'être menées. Et ce que l'on veut en fait par cet accord, c'est aussi de les soutenir et de permettre à ceux qui sont moins avancés de bénéficier aussi des enseignements et du savoir-faire de ceux qui sont déjà beaucoup plus avancés. On sait tous que derrière ces mesures, il y a un certain coût. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous travaillons avec tous les services de la Commission européenne pour voir les possibilités de financement et de voir ce qui peut être réalisé et combien le soutien de différents programmes nationaux européens pourrait être utile. Il n'est pas garanti, mais il est vrai que l'idée, c'est d'établir justement un dialogue qui permette aussi de savoir ce qui existe. Et au-delà de différentes possibilités selon la situation des différents territoires, il y a notamment le programme LIFE qui fonctionne sur appel, donc on ne peut pas garantir que les projets peuvent obtenir le financement, mais tout le monde peut présenter une proposition pour obtenir un programme LIFE qui couvre à la fois l'environnement, le climat, l'énergie et qui, depuis plus d'une trentaine d'années, a déjà largement réussi à soutenir des différentes villes. Plus de 300 villes ont été soutenues à divers niveaux par le programme LIFE, par exemple pour les questions de l'eau potable, des déchets, de la biodiversité. Et il a également contribué à la réduction de l'empreinte environnementale des entreprises et même à la création d'emplois locaux. Donc, il y a des possibilités. Je pense que de toute façon, petit à petit, parce que là, c'est une première réunion, une prise de contact, petit à petit, beaucoup de sujets vont être abordés, beaucoup plus concrets même. Mais je voudrais, pour mon introduction qui est déjà sans doute trop longue, je voulais surtout vous encourager, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de parler de contraintes qui viennent de la législation ou qui viennent de l'Europe, de Bruxelles, comme les journalistes adorent le dire, mais bien davantage de travailler ensemble, de partenariat et de faire que l'ensemble des acteurs européens regardent dans la même direction, pour paraphraser Saint-Exupéry, et qu'ils aient une approche commune pour voir comment on peut s'appuyer sur la loi européenne pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Et c'est ça, je pense, le message principal, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, pendant très longtemps, au nom de la subsidiarité, on n'a pas voulu trop faire de développement de politiques européennes au niveau des villes. Mais je pense que tout ça a changé et maintenant, on se rend compte que là où l'Europe peut avoir un impact concret, c'est justement parce qu'il y a une relation sur le terrain et qu'il y a ce dialogue qui s'engage, dialogue à différents niveaux, à la fois verticaux et horizontaux, mais dialogue véritable dans lequel nous parlons tous de réalités concrètes. Et c'est bien ça que nous essayons d'obtenir, c'est des résultats concrets qui permettent de faire la différence. Alors, vous allez recevoir aujourd'hui toutes ces explications pour solliciter votre intérêt pour joindre cette initiative, mais je crois que le message principal, c'est de dire que la question de l'Europe, la question de l'environnement européen est une question commune et sur laquelle nous avons tous intérêt à dialoguer et à travailler ensemble parce que c'est comme ça que l'on peut réussir et obtenir les résultats les plus probants et qui permettent dans quelques années aux citoyens qui aujourd'hui nous disent « mais moi je ne le vois pas sur le terrain », de dire « eh oui, moi j'ai vu sur le terrain et les choses se passent bien et nous sommes dans une dynamique commune ». Merci, monsieur le directeur. Donc, je suis Ronan Dantec, élu nantais, sénateur de Loire-Atlantique, mais et porte-parole environnement pour la FCCRE et le CCRE. J'avais peut-être une ou deux questions complémentaires avant de poursuivre notre dialogue. Le New Green Deal et le plan de relance européen insistent énormément sur l'enjeu de la transition écologique,
le climat, la biodiversité et les différents enjeux que vous avez rappelés. Mais on ne voit pas obligatoirement encore aujourd'hui très bien comment ce fléchage du New Green Deal sur les enjeux environnementaux va se retrouver dans le soutien au territoire. Est-ce que sur ce point précis, vous auriez moyen de nous en dire un peu plus? Non, mais je pense que justement, le New Green Deal, c'est pas seulement une ambition par le biais d'une communication politique, c'est pas seulement des textes législatifs, mais c'est également un changement assez radical d'ailleurs, puisque l'ensemble des politiques européennes est impacté. Ça veut dire que non seulement c'est désormais plus seulement la Direction générale de l'environnement qui s'occupe, et c'est vraiment un effort collectif qui a toujours existé, puisqu'on est un collège, mais qui en fait est en train de irriguer l'ensemble des différentes politiques, énergie, agriculture, transport, c'est-à-dire que tout le monde, recherche, tout le monde est en train de réorienter en fait ses priorités en fonction du Green Deal, mais ça a également un impact sur l'utilisation des fonds. C'est-à-dire que l'ensemble du budget européen, mais aussi tout le programme de ce qu'on appelait recovery, donc de retour, de récupération de l'économie, tous ces financements qui sont prévus, ce sont des financements qui ont été green dealisés, si vous voulez, un nouveau mot pour le Scrabble. Trop long. C'est un peu trop long, je ne sais pas s'il y a beaucoup de points, mais c'est de fait, aujourd'hui, les fonds régionaux donnent beaucoup plus d'importance à ce qui concerne le Green Deal, où la part, par exemple, des financements pour les déchets et pour l'eau a augmenté considérablement. On n'est plus aux fonds régionaux des années 80, ce qui était essentiellement des routes et des ponts. Maintenant, il y a des priorités. Pareil pour donc je l'ai dit pour le fonds de récupération, clairement, le fonds de récupération n'a pas vocation à financer des projets qui sont sur de l'économie décadente ou ancienne ou en phase de diminution. C'est plutôt pour aller vers l'innovation et pour aller vers pour financer la transition. La recherche Horizon Europe, c'est très très clair. Par le biais des missions, des différents projets, la façon dont ils dégagent les budgets, c'est totalement orienté vers ces nouvelles priorités qui sont les enjeux du Green Deal. Et puis évidemment, il y a LIFE, mais LIFE l'a toujours fait. Donc, mais simplement, c'est que LIFE a été doublé pour la période et qu'on a intégré la partie énergie qui était plutôt dans la recherche, mais maintenant, c'est plutôt justement dans l'exécution. Donc, ça peut toucher, par exemple, l'habitat, l'efficacité énergétique. Avec LIFE, il y a énormément de propositions. Il y a un petit retard à l'allumage qui est malheureusement dû aux contraintes politiques, c'est-à-dire que l'accord sur le budget a eu lieu très tardivement à la fin de l'année et donc c'est un peu en catastrophe qu'on a pu finaliser l'ensemble des textes législatifs qui permettent la mise en œuvre des programmes. Après, il a fallu attendre, et c'est le prix à payer de la démocratie, il a fallu attendre l'accord du Parlement européen et des États. Et donc, c'est seulement dans les semaines qui viennent que la plupart des programmes sont en train d'être finalisés et vont pouvoir entrer en vigueur et être publiés au journal officiel. Donc, si vous voulez, on s'est pris en gros 5 mois dans les dents, à peu près 5-6 mois dans les dents, et qui est en début de période. Mais ensuite, tout ça va tourner parce qu'on parle d'une programmation budgétaire de 7 années. Donc voilà, les choses vont être mises en place. Les premiers appels, notamment, si je pense à LIFE, le premier appel aura lieu à l'automne. Donc, et là aussi, il y a des tas de possibilités qui ont été renforcées. Je pense notamment aux projets intégrés de LIFE, qui sont des projets qui permettent à la fois de se servir de LIFE comme d'un effet levier, mais d'agir sur une priorité, par exemple l'eau, sur un territoire, et grâce à cette stratégie intégrée, de faire venir et d'appeler un certain nombre d'autres financements, à la fois européens et nationaux. Donc, d'avoir un effet levier véritablement de LIFE. Donc, je crois qu'il y aura quand même beaucoup de possibilités. Évidemment, l'Europe ne financera pas tout, mais en même temps, le Green Deal, pour reprendre ma boutade sur Bruxelles, le Green Deal, ce n'est pas Bruxelles.
le Green Deal, c'est bien quelque chose qui est poussé à fond par le Parlement européen et qui est poussé à fond par le Conseil. Ça veut dire les États. Et c'est-à-dire que, et on sait bien que parfois il y a un écart entre parole et réalité, mais de fait, les États sont engagés. Et c'est-à-dire que dans votre cas, l'État français est engagé en faveur du Green Deal. Il en est d'ailleurs l'un des promoteurs. Donc, on attend aussi qu'il y ait articulation et pas contradiction entre les différents niveaux et les différents fonds. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas être trop long, sinon Sabine va être embêtée pour la suite. Néanmoins, j'attire votre attention, et c'est l'occasion aussi d'en redonner l'information à tous les participants à cet échange, que nous avons un nouveau dispositif en France, qui est le contrat de relance et de transition écologique, qui récupère d'ailleurs la part territoriale du fonds de relance européen. Et quand vous parliez d'évaluation à 3 ans pour cette nouvelle initiative européenne, il y aura aussi dans le CRTE une évaluation à l'échelle donc de l'intercommunalité. Alors je sais que pour vous, à Bruxelles, la difficulté d'avoir des systèmes de décentralisation et d'articulation des territoires différents d'un pays à l'autre fait que vous ne pouvez évidemment pas vous adapter à tous les systèmes, mais il y a certainement à creuser le fait d'avoir une synergie entre le nouveau dispositif CRTE, y compris les évaluations prévues dedans, et cet accord de ville verte. Je ne vous demande pas une réponse là-dessus, mais j'attire votre attention, et ça me permet de souligner que, puisqu'un certain nombre des gens qui participent à cette réunion sont certainement engagés aussi sur le CRTE, que Jacqueline Gouraud, la ministre en charge des territoires, nous a donc, sur mon interpellation, dit au Sénat hier que le CRTE était repoussé de 6 mois, ce qui va laisser un peu plus de temps justement pour des programmes pertinents de transition écologique. Bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Excuse-moi, Ronan, je me permets d'intervenir. On a une demande de prise de parole de Monsieur Dardelé, maire adjoint de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole. Oui, merci Sabine. En que 2 je mots, salue. Oui, merci Sabine. Juste une petite intervention très rapide, puisqu'on a parlé de Scrabble, et je serais tenté d'introduire un autre mot intéressant au Scrabble, c'est la taxonomie. Puisqu'on a parlé de Green Deal, de greenwashing, enfin, je suis tenté de parler de greenwashing, puisque vous avez parlé de financement, et justement dans la manière de caractériser les priorités et être certain que chacun n'aille pas de son petit truc vert qui n'a pas forcément de l'impact, mais qui est émotionnel sans vraiment impact durable. La notion de taxonomie n'est pas inintéressante. Et je me demande si au niveau des villes, nous devrions, puisque je crois que le règlement ou le document sur la taxonomie a du mal à se faire voter, je me demande si nos collectivités ne devraient pas peut-être intervenir dans une taxonomie urbaine sur les priorités des sujets à financer. En même temps, donc oui, là je vous laisse pour la question des villes, ça peut être d'ailleurs l'une des occasions et l'un des enjeux d'ailleurs de cet accord des villes vertes. Maintenant, comme vous le savez, la taxonomie a évolué ces derniers temps. On est passé d'une certaine réticence, une grande prudence et voire même une limitation aux aspects climatiques à une ouverture beaucoup plus importante, et que dans les derniers documents qui ont été adoptés au niveau européen et qu'on pourra certainement vous faire passer, il y a eu un travail considérable qui a été fait, et pour justement essayer de déterminer quels étaient les produits verts et éviter ce que vous appelez justement le greenwashing. Et il y a certainement encore du travail à faire, mais là aussi, c'est l'un des domaines sur lequel j'ai pu voir comment un certain nombre d'acteurs économiques ont accéléré ces dernières années et sont maintenant devenus des acteurs importants pour pousser en faveur. C'est-à-dire que ce n'est plus maintenant d'essayer de résister pour essayer de ne pas étendre trop certaines définitions, et surtout d'essayer de faire rentrer des produits qui ne sont pas forcément verts, mais de plus en plus, il y a maintenant véritablement une dynamique collective dans laquelle les acteurs économiques s'entendent aussi avec les experts, les acteurs financiers et les acteurs politiques
pour essayer d'avoir un document et une définition qui soit la plus claire possible et qui englobe véritablement ces produits verts. Donc, là aussi, je pense qu'on a beaucoup avancé, il y a encore beaucoup à faire, mais il y a déjà des outils à disposition, mais je pense effectivement, ceci s'est fait à un niveau relativement global et il serait particulièrement utile qu'il y ait un phénomène de bas en haut et qu'aussi les acteurs principaux et les acteurs de terrain que vous êtes puissent faire remonter aussi leur propre expérience et leurs propres pratiques. Merci de toutes ces précisions et de cette initiative qui apparaît enthousiasmante et extrêmement ambitieuse. Axel, peut-être des éléments à rajouter, mais est-ce que vous avez encore d'autres éléments, Monsieur Cantelet? Non, simplement, voilà, je pense que ce genre d'initiative est une initiative qui est fondée à la fois sur le pragmatisme, mais aussi sur l'ambition. Et c'est-à-dire qu'en fait, pour qu'elle soit considérée comme viable, plus il y a d'acteurs qui se lancent et qui sont prêts à le faire, et j'ai mis les choses très claires et vous les aurez aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de mettre une signature, mais c'est un véritable engagement politique, une espèce de charte, mais avec des effets et un système d'évaluation qui est mis en place, parce que c'est comme ça qu'on devient crédible. Je pense que les citoyens ne croient plus aux déclarations ni aux signatures, ils croient vraiment à des choses qui sont mesurables. Mais il est vrai aussi que plus dans les mois qui viennent, et la pandémie a un petit peu retardé l'engagement et les ambitions en termes de calendrier qu'on avait, l'augmentation, l'engagement qui est pris par un nombre de villes de plus en plus croissant va aussi avoir un impact sur la légitimité et sur la force de cette initiative. Et donc, je ne peux que vous encourager à prendre toutes les informations, tous les renseignements, ne pas signer les yeux fermés, mais également de saisir cette opportunité qui permet de mettre ensemble beaucoup d'expériences et beaucoup de villes européennes et pour une politique que nous pouvons mener ensemble. Merci. Sabine? Je vous remercie. Je vais simplement donner la parole à Madame Linkenheld, adjointe à la maire de Lille et vice-présidente de Lille Métropole, car elle a une contrainte horaire. Donc, je vous propose de donner la parole à la représentante de la ville de Lille, qui est la première collectivité à s'être engagée sur l'accord des villes vertes. Madame Linkenheld, vous avez la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. Merci beaucoup, merci d'abord pour cette invitation. Je vois quelques visages familiers avec lesquels on a déjà par le passé échangé sur ces questions de climat à l'échelle européenne, et puis quelques noms familiers aussi dans les collectivités. Donc, je suis très, très heureuse d'être parmi vous ce matin. Au-delà de ma contrainte horaire, en effet, je pense qu'intervenir juste après Gilles Gantelet peut avoir du sens, parce que ce qu'il a dit résonne évidemment avec les raisons pour lesquelles nous, à Lille, on a souhaité s'engager dans cet accord des villes vertes. Il se trouve que donc, nous sommes les premiers en France. Je pense que c'est une question d'ambition, évidemment, mais aussi une question de calendrier concordant. Je vais y revenir. Nous nous sommes en tout cas engagés à la fois à l'échelle de la ville de Lille et à l'échelle de la métropole européenne de Lille que je représente donc, toutes les deux ce matin. Peut-être juste, parce que c'est toujours important, je pense, de localiser, territorialiser un petit peu ce qu'on fait et qui en est, vous dire quelques mots sur ces deux collectivités de Lille. La métropole européenne de Lille, c'est donc la 4e métropole de France, avec une particularité probablement par rapport aux 3 autres devant nous, c'est que nous avons 95 communes, donc un nombre très important de communes, et finalement une ville-centre, donc la ville de Lille, qui pèse plutôt peu dans cette agglomération par rapport à d'autres. Nous avons donc plus d'1 million d'habitants à l'échelle de la métropole, mais seulement 230 000 habitants à Lille, et des services communaux et métropolitains qui sont distincts, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres métropoles. Et c'est une des raisons pour lesquelles il était important qu'on s'engage ensemble
pour avoir à la fois des objectifs politiques convergents, mais aussi du coup des mises en œuvre techniques qui puissent l'être dans des équipes qui, encore une fois, sont distinctes, ce qui n'est pas forcément le cas à Nantes, à Strasbourg ou dans d'autres métropoles régionales. Je voulais du coup le préciser aussi que les enjeux, y compris en matière par rapport aux thèmes qui sont ceux des villes vertes, sont pas nécessairement exactement les mêmes à l'échelle de la ville-centre, ou disons du cœur de l'agglomération, puisqu'il y a quelques autres grandes villes autour de l'île. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes au cœur de l'agglo que dans toute l'agglo. Il faut savoir que la métropole européenne de Lille a quasiment la moitié de sa surface qui est occupée par des espaces agricoles ou naturels, et beaucoup agricoles, plus que naturels, là où au contraire, la ville-centre, elle, est extrêmement minérale et plutôt très dense. On a une densité au cœur de l'île qui est de plus de 8000 habitants au mètre carré. Donc, vous voyez que les enjeux, à la fois en termes de qualité de l'air ou de bruit ou d'espace vert, sont évidemment pas tout à fait les mêmes selon qu'on parle du prisme communal ou du prisme métropolitain. Mais c'était là aussi pour nous important justement de parler ensemble. Et ce qui nous a motivés à signer rapidement cet accord, c'est qu'il se trouve que nous venons d'adopter à l'échelle de la métropole notre plan climat air énergie territorial, les PCAET que les agglomérations connaissent bien. Nous l'avons définitivement adopté le 19 février 2021, donc et évidemment travaillé quelques mois, voire années précédemment, puisque nous aussi nous avons souffert comme tout le monde des décalages liés à la crise sanitaire et les décalages évidemment électoraux et démocratiques liés à cette crise sanitaire. Toujours est-il qu'on a donc voté ce PCAET en février 2021 et que c'était donc pour nous un peu la bonne occasion de remettre aussi à l'agenda cette question des villes vertes parce que nous avons, nous, deux enjeux majeurs qui sont parmi les 5 oui, non, pas 8000 habitants au mètre carré. 8000. C'est bien, il y en a qui suivent. 8000 habitants par hectare, alors plutôt. Je disais que sur les 5 thèmes, nous, nos enjeux principaux sont plutôt la qualité de l'air et les questions de nature et de biodiversité. Et sur notamment cette question de la nature, un besoin d'avoir effectivement une approche plus intégrée entre les communes et la métropole. La question évidemment des espaces verts est un sujet très communal pour le coup, et chez nous, c'était pas encore complètement abordé cette question de la nature en ville comme un sujet plutôt métropolitain, même s'il y a déjà des politiques en la matière. Et donc l'accord des villes vertes est aussi pour moi une occasion de faire comprendre à l'échelle métropolitaine qu'on a besoin de travailler ensemble sur ces questions de nature en ville et de ne pas laisser chacune de nos 95 communes le traiter toute seule dans son coin. C'est moins vrai sur la qualité de l'air parce que c'est une compétence métropolitaine affirmée. Mais en tout cas, ça comptait pour moi sur cette question de la nature. Et nous avons d'ailleurs depuis mis en place un comité de pilotage que je co-préside avec mon collègue en charge de l'agriculture et des espaces naturels sur cette question de la nature en ville pour regarder toutes les solutions fondées sur la nature, enfin voir comment ville et métropole on peut travailler ensemble. Nous avons aussi décidé dans le cadre de ce PCAET de proposer à nos communes un vrai référentiel sur la question du climat pour qu'elles puissent décliner à leur échelle ce PCAET en lien évidemment avec leurs compétences premières. C'est ce que va faire Lille. Et voilà, tout ça nous a intéressés pour cette démarche intégrée qu'on ne découvre pas. Je suis moi-même assez adepte de la transversalité depuis longtemps, mais ça nous a permis en tout cas d'en rajouter un peu. Et je reprendrai du coup les termes utilisés par l'intervenant précédent sur ambition et pragmatisme. Ce que nous n'avons pas signé les yeux fermés, en effet. Nous avons regardé en quoi cet accord était cohérent avec nos ambitions
communales et métropolitaines. Et donc, pour ça, le fait d'adopter juste à ce moment-là un PCAET nous a évidemment aidés. Nous savons donc aujourd'hui dire quels sont les indicateurs qui existent déjà dans nos propres documents et quels sont ceux sur lesquels on doit encore travailler. Et du coup, l'accord nous sert aussi à ça, d'identifier des indicateurs pertinents et de nous comparer à d'autres, tout en veillant, c'est là où l'aspect pragmatique est important, à ne pas créer non plus des usines à gaz, à ne pas passer plus de temps à travailler sur les indicateurs qu'à mettre en œuvre les actions qui sont au service des ambitions. Et je pense que c'est bien d'entendre l'Europe nous dire ambition et pragmatisme. Moi, je partage complètement l'idée, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a signé, qu'il faut donner à voir davantage ce qu'on fait. On a besoin de donner à voir pour nous, pour nos élus, pour nos agents. Et encore une fois, vous imaginez que quand il y a 95 communes, la plupart, 70 de ces communes ont moins de 15 000 habitants et certaines même plutôt quelques centaines que quelques milliers d'habitants. Ce n'est pas si facile que chacun sache ce que fait l'autre. Donc, donner à voir déjà pour nous, pour nos élus et nos agents, mais donner à voir effectivement aussi aux citoyens qui n'ont pas toujours du mal, qui ont parfois du mal, à y voir clair entre ce qu'on proclame en termes d'engagement et ce qu'on fait réellement. Et c'est là où effectivement les indicateurs peuvent être intéressants, à condition, encore une fois, qu'on ne passe pas plus de temps à travailler les indicateurs qu'à travailler les actions. Donc cet accord, il est aussi intéressant pour nous, pour donner à voir à l'échelon local et à l'échelon national, et probablement aussi à l'échelon européen, parce que je ne désespère pas quand même si j'ai entendu que LIFE était un appel ouvert, je ne désespère pas quand même que ceux qui sont engagés dans des accords européens soient en quelque sorte quand même prioritaires sur des projets européens ou des financements européens, parce que quand même, à un moment donné, ce n'est pas inutile d'être récompensé pour ces efforts, et parce qu'on sait que les actions dont il est question parfois coûtent de l'argent en investissement, mais aussi souvent en fonctionnement. On a besoin d'ingénierie. Et encore une fois, selon la nature de nos territoires, cette ingénierie n'est pas toujours complètement disponible. Donc, c'est bien quand même que l'Europe regarde d'un œil particulièrement bienveillant ceux qui acceptent de s'engager plus que les autres et de servir aussi de poisson pilote sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, effectivement, regardez bien comment ça colle avec les ambitions locales, et puis le regarder avec pragmatisme. Ça peut donner évidemment un peu plus de travail, mais c'est quand même important, je pense, que cet accord des villes vertes soit pensé de manière cohérente et coordonnée avec les autres actions territoriales. Et comme on est là entre Français, je pense que vraiment le PCAET doit être logiquement le réceptacle des engagements des villes vertes, et puis quelques politiques communales en complément. L'une des autres raisons qui nous ont amenés à signer rapidement, et Ronan le sait, c'est que Lille était candidate au prix de capitale verte européenne et avait l'ambition après Nantes de remporter ce prix. Nous avons candidaté pour l'édition 2021. On était très fiers d'arriver directement en finale avec nos collègues strasbourgeois. Nous avions décidé de ne pas recandidater tout de suite parce qu'on arrivait dans une période électorale notamment et que ça nous semblait difficile. Mais du coup, les copains grenoblois ont gagné juste après nous. Tant mieux pour eux. Nous, en tout cas, on a toujours dit que ces engagements pris dans le cadre de notre candidature au prix de Capitale Verte, quoi qu'il en soit, nous engager vis-à-vis de nous-mêmes et de nos citoyens. Donc, lauréat, finaliste ou juste participant, peu importe ce qu'il y a dans cette candidature, on a bien l'intention de le mettre en œuvre et on l'a inscrit de fait dans nos programmes politiques et dans le PCAET pour ce qui le concerne. Et ce qui nous semblait intéressant dans cet accord Ville Verte, c'est que justement, il venait à la fois raisonner avec des choses qu'on avait déjà travaillées pour la capitale verte européenne, donc un certain nombre d'indicateurs qu'on était déjà allé chercher, de diagnostics et de plans d'action, et qu'il vient compléter aussi cet accord Ville Verte
d'autres engagements qui sont plus sur les questions d'énergie et de climat, hein, pour ceux qui sont dans Citergy, la Convention des maires. C'est évidemment des engagements qu'on a pris, nous, à Lille aussi, et depuis longtemps, mais qui sont très carbone-énergie, ce qui est évidemment fondamental, mais ce qui ne résume pas complètement la question de l'environnement et du développement durable. Et donc, l'accord Ville verte, il est aussi un bon complément là-dessus, parce qu'il parle, pour le coup, d'air, de bruit, de nature, d'économie circulaire, voilà. Donc, on a évidemment quelques exemples concrets, hein, sur chacun des 5 thèmes qu'on est allé identifier, donc sur lesquels je peux m'appesantir si vous le souhaitez dans les questions. Mais pour vous donner un exemple, je vous ai dit que pour nous, c'était surtout la qualité de l'air. En matière de mobilité, on a d'ores et déjà acté le fait de créer une zone à faible émission, sachant qu'on ne fait pas partie des agglomérations qui aujourd'hui sont couvertes par l'obligation nationale. Donc, on s'y engage de manière volontariste avec l'idée qu'elle soit effective en 2022. On a 11 de nos communes déjà embarquées, donc évidemment plutôt le cœur de l'agglomération, vous vous imaginez. Je passe sur les autres schémas de mobilité, mais qui sont liés aux politiques publiques françaises. En matière de qualité de l'air, toujours, la question de l'habitat est très prégnante chez nous, avec des enjeux de rénovation très, très, très forts dans l'habitat privé à côté de l'habitat social. Et nous avons là aussi mis des engagements dans le PCAET et dans le plan local de l'habitat avec 8200 rénovations par an. Nous avons aussi voté une primaire pour changer les chauffages bois polluants. Tout ça, c'est des choses qui font écho à cet accord des villes vertes. Nous avons à l'échelle plus lilloise aussi des projets en la matière, notamment dans le cadre de la rénovation urbaine. Nous avions, avant même de signer, lancé une conférence de consensus sur la qualité de l'air. Bon, voilà. Donc, il y a vraiment des points d'accroche qui existent pour nous, des choses qui sont déjà engagées et d'autres qui sont à leur début. Et donc, encore une fois, cet accord nous sert d'impulsion. Je voudrais souligner quand même le fait que nous avons 2 ans, enfin vous allez avoir et nous avons 2 ans pour définir les engagements précis. Je crois que c'est important de le dire parce que nous, par exemple, nous avons considéré que nous étions prêts à signer tout de suite, mais nous savons que sur certains sujets, avoir un peu de temps ne sera pas de trop. Et donc, on a déjà validé l'idée qu'on donnera nos accords précis, nos engagements précis plutôt en 2022, voire fin 2022, pour être proche de l'évaluation à mi-parcours de notre PCAET et permettre ainsi que les engagements supplémentaires éventuellement par rapport à ceux qui sont dans le PCAET aujourd'hui puissent être ensuite inscrits dans l'évaluation à mi-parcours du PCAET qui arrive donc plutôt fin 2023. Voilà, on essaye de coordonner le timing. Je pense que c'est important parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de refaire 20 fois les mêmes trucs. Et on a tous un PCAET à faire, des conventions diverses et variées à honorer. Donc, il faut bien travailler la cohérence, je pense, entre tout ça. Et c'est aussi comme ça qu'on donnera mieux à voir et à nos partenaires publics et privés, notamment économiques, il a été fait allusion tout à l'heure, et à nos citoyens, la cohérence du tout et surtout l'impact et les résultats effectifs qui sont liés à ces engagements. Voilà, donc ne sous-estimez pas cet avantage d'avoir 2 ans pour donner des engagements précis. Et si vous avez, pour certains, le PCAET, par exemple, à voter dans les 2 ans, ben, profitez-en, quoi. Faites d'une pierre deux coups plutôt que de tout refaire. Voilà, petit conseil opérationnel. Voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai dit l'essentiel. Encore une fois, je peux revenir sur des exemples concrets si vous le souhaitez dans le temps d'échange qui s'ouvre là maintenant. Voilà, merci. Merci Madame la maire pour votre intervention. Ronan, tu souhaitais dire quelque chose ou... Non, c'était très complet. Juste ce que je disais tout à l'heure, c'est que, mais on ne va pas ouvrir ce débat-là, qui n'est pas le débat du jour. Il va nous falloir en plus maintenant articuler le PCAET et le CRTE, ce qui est une des questions à notre agenda national
en espérant que tout cela soit totalement cohérent. Mais le Oui, législateur sachant que, est toujours cohérent. Tu as raison, et sachant que nous, par exemple, on n'a pas la chance d'avoir comme président de la métropole la présidente de France Urbaine, donc les échanges sur notre CRTE sont beaucoup moins fluides, j'imagine, que ceux que vous avez pu avoir. Donc nous, on en est plutôt à courir après l'info sur le CRTE. Le nôtre n'est pas encore signé. Ça a été, enfin, je trouve personnellement que tout ça s'enclenche quand même de curieuses manières. Sur le plan de relance, les premiers contacts étaient plutôt à l'échelle des villes. Nous avions eu notamment la visite personnelle de Bruno Le Maire à la ville de Lille et pas à l'échelle métropolitaine. Et on n'a pas, les connexions ne se font pas toujours très bien au niveau de l'État. J'entends, nous, entre nous, on essaie de se connecter, évidemment. Mais tu as raison, tout ça ne facilite pas toujours les choses, d'où l'idée je pense, d'être vraiment pragmatique dans la manière dont on aborde ces accords. Et de partir de ce qu'à l'échelon national on fait déjà. Il faut que l'Europe entende ça. Et on l'a vu pour ceux qui ont regardé ce que c'est qu'un dossier de candidature à capitale verte européenne. Encore une fois, nous qui ne sommes pas villes et métropoles intégrées, on a eu beaucoup de mal sur certains indicateurs et parfois on s'est même demandé si ça valait le coup de refaire tous ces calculs qui ne sont là que pour dire quel est l'état des lieux et non pas où on a envie d'aller. Donc il faut, je pense effectivement que l'Europe entende aussi des adaptations nationales si elle veut qu'on puisse, à travers nos actions locales, valoriser ce que l'Europe elle-même fait. Parce que j'ai entendu que c'était aussi ça un des objectifs que je partage évidemment. Moi, je crois beaucoup à l'Europe. Mais à condition, encore une fois, que la territorialisation qu'on revendique souvent à l'échelle française pour nos propres territoires soit aussi quelque chose entendu à l'échelle européenne. Mais je crois que vos associations sont là pour ça, donc ça tombe bien. Tout à fait. Et je retiens notre échange, et nous en rediscuterons avec Sabine et Axel, qu'à un moment, on aura besoin de faire un point sur comment l'argent du plan de relance européen et du New Green Deal a servi à la transition écologique dans les territoires. Je crois que ça serait intéressant qu'on ait un moment une table ronde, c'est trop tôt encore, mais pour faire un point sur la manière dont tout cela s'articule. Enfin, notre thème du jour est quand même autour de l'accord avec la Commission européenne sur l'accord des villes vertes. Donc, on est là quand même pour donner des réponses aussi techniques et précises sur comment adhérer, comment tout cela se passe. Donc, je pense qu'il faut qu'on revienne sur les questions que les uns et les autres peuvent avoir à ce niveau-là. Donc, Sabine, qu'on commence par les questions? Oui, exactement. Je voulais vous proposer éventuellement merci à Audrey de son intervention. Quelques questions avant que Madame la maire nous quitte. Je vois que Monsieur Dardelé souhaite prendre la parole. Oui, merci. Merci Sabine. Ça tombe d'autant mieux que je voulais rebondir sur ce que Madame la maire de Lille vient de présenter sur le sujet des labels. Les labels, les prix, etc. Donc, qui sont des belles opérations de communication, c'est certain. Après, chez nous, à Toulouse, elle nous interroge sur le fond, au point que l'on renonce à aller chercher des labels et des prix, parce qu'en général, ils sont coûteux en investissement, et plus encore dans la période un peu contrainte que l'on traverse. Donc, on ne va pas aller chercher des prix ni des labels qui alimentent plutôt les officines qui les gèrent et comme ça a été très bien dit, qui ne correspondent pas toujours à la réalité des territoires selon les priorités, les enjeux, la météo que l'on vit au nord ou au sud de la France ou les enjeux locaux sont assez différents des labels qui sont uniformes et surtout coûteux par les temps qui courent. Oui, je partage. Je pense qu'il faut plus ou moins, ça peut être bien d'être capitale verte de l'Europe. Oui, mais je pense qu'il faut le faire pour... je vais le dire de manière un peu abrupte, mais je pense qu'il faut le faire pour soi. C'est-à-dire que si ça a un intérêt pour vous, parce que, et c'était le cas pour Lille, ça donne l'occasion d'une accélération, c'est comme ça que nous on l'a porté, d'une mobilisation supplémentaire à la fois en interne et avec les partenaires.
alors ça vaut le coup, parce que Capital Verte, hein, c'est… alors depuis, ils ont augmenté le prix, mais je crois qu'à l'époque, c'était 300 000 €. 600 000. Hein, La belle affaire. 600 000 maintenant. ouais, autant dire qu'avec ça, on ne fait pas grand-chose. On se paye à la limite la communication que justement l'Europe attend de nous, mais on ne se paye pas grand-chose de plus. Mais encore une fois, nous, on l'a fait d'abord pour nous-mêmes parce qu'on y voyait un enjeu de mobilisation. C'est ce qu'on a toujours dit, les engagements, ça nous engage, quel que soit le résultat de cette compétition. Si vous considérez que vous avez déjà créé les conditions à Toulouse de la mobilisation, parce que nous, tout ça, c'était avant le PCAET, enfin bon, bref, j'ai envie de dire, effectivement, dans ce cas-là, ça n'est que de la com et ça peut peut-être ne pas valoir un investissement supplémentaire. Donc, il faut vraiment le rapporter à vos propres besoins. Parfois, c'est convergent, parfois, ça l'est moins. C'est aussi la raison pour laquelle nous, on a décidé de ne pas recandidater tout de suite après. Ce n'est pas parce qu'on était vexé de n'être que finaliste. Au contraire, c'est juste parce que, voilà, à ce moment-là, dans le timing, il nous semblait qu'il y avait d'autres priorités. On avait déjà créé les conditions d'avancer sur ces questions-là. Je ne sais pas si on y reviendra un jour, peut-être, mais voilà, il faut le faire pour soi d'abord. Et dans ce cas-là, ça peut avoir du sens. Nous, ça nous a quand même bien aidé sur la mobilisation partenariale, par exemple. Et ça a validé auprès de nos partenaires le fait qu'on était engagés. Auprès des citoyens, j'en sais rien, parce qu'il y a une telle défiance que finaliste à l'échelle européenne ou pas, voilà. Bon, puis accessoirement, on a eu un petit manque de soutien politique à certains côtés. Voilà, donc je passe ce détail. Mais en tout cas, du point de vue des partenaires, ça a bien fonctionné et on fait aujourd'hui des choses qui sont la suite concrète de ce qu'on avait lancé dans le cadre de cette candidature. J'avais juste une question transmise via le chat sur l'éventuel le développement de nouvelles initiatives à la suite de la signature de l'accord des villes vertes. Est-ce que vous avez déjà mis en œuvre des actions spécifiques qui découlent finalement de la signature de l'accord des villes vertes, ou est-ce qu'on est encore un petit peu dans un temps trop court finalement, hein, par rapport à l'engagement et au déploiement d'actions? Mais en fait, c'est ce que je disais, dans l'accord des villes vertes, il y a des choses que vous faites déjà, ou disons que vous avez déjà, je pense, pour beaucoup d'entre vous, j'ai regardé un peu la liste des collectivités, que vous avez déjà inscrit dans votre agenda municipal ou métropolitain. Je vous parlais de la ZFE, on l'avait décidé avant de signer l'accord sur les villes vertes, la rénovation des logements aussi. Quand je dis avant, ce n'était pas il y a 10 ans, c'était il y a quelques mois, hein, d'où l'intérêt nous, c'est pour ça qu'on a pu signer vite, parce qu'il se trouve qu'on s'est posé toutes ces questions juste à ce moment-là. La primaire, c'est pareil. Voilà, donc il y a des choses qui sont effectivement déjà en action parce qu'elles sont dans nos documents, dans nos engagements, et d'autres qui vont arriver, c'est ce que je disais, on se laisse jusqu'en 2022 pour ce qui n'est pas encore dans notre PCAET ou dans nos engagements municipaux, puisque, encore une fois, on est doublement signataire. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, regardez ce que vous avez déjà dans vos tiroirs, si ça concorde, et ce en quoi l'accord peut vous aider à obtenir peut-être des validations internes qui sont plus difficiles, ou des ambitions collectives, des objectifs. Voilà. Après, chaque territoire est différent. Voilà, j'ai regardé le résultat de vos sondages précédents. J'ai vu que beaucoup disaient que sur la biodiversité, sur la nature, ils pensaient pouvoir être plutôt exemplaires et dire aux autres comment faire. À Lille, ce n'est pas le cas. Enfin, je ne dis pas qu'on ne fait pas de trucs bien, hein, mais l'enjeu est encore tel que je ne me proposerai pas d'être pilote pour le coup. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je propose qu'on poursuive avec l'intervention de Axel pour présenter plus précisément le contenu de l'accord et également le soutien qui va pouvoir être apporté aux signataires par le bureau de l'accord des villes vertes. Axel, je te passe la parole. Merci à tous. Merci. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter directement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.
Merci beaucoup, Sabine. Je repasse à la... Voilà. Est-ce que vous voyez bien la slide? Parfait. Donc, l'accord des villes vertes, maintenant, vous savez tout sur l'accord puisque vous avez eu des présentations bien complètes à la fois de la Commission européenne et de Lille qui nous a montré le chemin qui a été parcouru. Donc, je vais être très rapide sur la présentation et je vous propose de vous laisser plus de temps pour les questions plus techniques pour le temps d'échange. Donc, la vision, vous l'avez compris, c'est une vision globale, intégrée, où on intègre à la fois la ville comme un lieu de vie agréable, avec un air pur, une eau propre, un accès aux parcs et aux espaces verts, moins de nuisances sonores, et également un fort accent sur l'économie circulaire et la transformation des déchets en ressources. Les objectifs, vous l'avez entendu, ils se traduisent par 5 grands domaines d'action. Le premier, la qualité de l'air, donc se rapprocher du respect des lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé. Le deuxième domaine, c'est la qualité des eaux et l'efficacité de l'utilisation. Le troisième domaine, c'est l'amélioration de la biodiversité urbaine, notamment par améliorer les espaces verts. Le quatrième domaine, le progrès vers l'économie circulaire et la gestion des déchets. Et le cinquième, donc encore un petit peu méconnu, comme disait Gilles Gantelet, une réduction de la pollution sonore. Alors, pourquoi les villes adhèrent à l'accord? Madame Linkenheld nous a un peu répondu à cette question. Il s'agit d'augmenter la visibilité de la ville à l'échelle européenne, internationale, et démontrer les efforts qui sont faits par les villes. Partager également cette vision avec les autres signataires, donc faire partie d'une communauté, participer aux différentes activités de l'accord, que je vais vous expliquer dans quelques minutes, avoir un service d'assistance, un helpdesk qui pourra répondre à vos questions un petit peu techniques sur la mise en œuvre ou sur des indicateurs par exemple. Et ensuite pouvoir aussi se comparer avec d'autres villes européennes et comparer les progrès réalisés. Donc, comment ça fonctionne exactement? Quels sont les engagements? D'abord, ce que je dois vous préciser, c'est que l'accord est ouvert à toutes les municipalités et intercommunalités qui comptent plus de 20 000 habitants. Cette initiative, au départ, elle était ouverte à toutes les villes, mais il a été convenu avec la Commission européenne qu'on essaie de regarder plus spécifiquement à une initiative parallèle et plus ciblée pour des territoires plus petits ou plus ruraux qui vont avoir des problématiques un petit peu différentes. Donc, si vous faites partie d'une ville qui a moins de 20 000 habitants, je pense que c'est toujours très intéressant qu'on reste en contact et qu'on essaye de réfléchir ensemble à quelle initiative pourrait vraiment vous convenir. Pour celles qui sont au-delà de 20 000 habitants, la signature est ouverte à n'importe quel moment de l'accord des villes vertes. C'est le maire qui signe un document après que le Conseil ait adopté une résolution officielle. Donc cette résolution officielle, vous l'adoptez dans la ville et ensuite il y a un document à télécharger sur le site de l'accord des villes vertes avec la signature du maire. Une fois que la signature est faite, comme l'a dit Madame la maire de Lille, il y a un délai de 2 ans pour fixer les objectifs. Donc, on ne doit pas tout de suite commencer à mettre en œuvre. On doit d'abord faire un plan d'action et aussi déterminer les niveaux de base, de référence, pour savoir où est le point de départ. Donc, c'est un petit peu le même processus que pour la capitale des villes vertes, sauf que c'est beaucoup moins ambitieux. Je pense au niveau de la réalisation, on a un set de quelques indicateurs pour chaque domaine. Et c'est des indicateurs, encore une fois, comme l'a dit la Commission, qui sont accessibles pour les villes. L'idée n'est pas de faire une usine à gaz. Donc ensuite, après avoir fixé ses objectifs, la ville planifie, met en œuvre ses actions. Et tous les 3 ans, un petit rapport de suivi est à rendre à la Commission pour pouvoir rendre compte des progrès réalisés. Alors, les exemples d'action, vous allez les trouver dans le document d'engagement. Il a été posté sur le chat par Estelle, donc vous pouvez cliquer. Je vous ai mis sur cette slide des exemples d'actions pour, par exemple, la pollution sonore. Donc, comme vous le voyez, il n'y a rien d'obligatoire. C'est des propositions et chaque territoire
adapte vraiment son plan d'action en fonction de sa réalité, en fonction du contexte national, comme on vient d'en parler à l'instant. Quel est l'accompagnement du secrétariat? Comme je vous le disais, il y a un helpdesk qui peut répondre à vos questions dans les 5 domaines. On organise des activités en jumelage entre villes, on appelle ça le peer learning, donc une ville qui vient montrer des réalisations, une ville assez avancée, et une autre qui apprend. Ça va être organisé très bientôt. Des ateliers techniques thématiques, des événements un petit peu sur la communication. Là, on est vraiment dans la phase de promotion du Green City Accord pour le moment et pour essayer d'avoir un maximum de signataires pour le moment. Et on organise des réunions juste entre les signataires. Il y en a eu une première en mars et il y en aura bientôt une deuxième. À ce jour, donc, on a une quarantaine de villes signataires que vous voyez sur l'écran. Donc en France, Lille et la ville de Lille et Lille Métropole ont signé et on attend d'avoir d'autres signataires sur le territoire. À côté des signataires, il y a les promoteurs de l'accord des villes vertes. Qui sont-ils? Ce sont des organisations donc, à but non lucratif qui peuvent nous aider à faire la promotion de l'accord, qui peuvent mobiliser les villes et qui peuvent soutenir les villes signataires. Les signataires qui sont éligibles, c'est à la fois, par exemple, les départements, les régions, mais ça peut être aussi des associations comme la FCCRE, France Urbaine, ou ça peut être des associations qui ont une expertise dans un domaine, comme par exemple l'ADEME, par exemple, pourrait l'être, ou d'autres associations au niveau européen aussi. Pour devenir promoteur, c'est encore plus simple que pour devenir signataire. Il y a un formulaire d'enregistrement sur le site. On vous confirme si vous êtes bien éligible et ensuite vous devez signer un document d'engagement. Et vous trouverez la liste des promoteurs sur le site du Green City Accord. On vient tout juste de lancer les promoteurs. On a d'abord fait les signataires. Donc, vous en avez 5-6 qui se sont déjà enregistrés et on est en train vraiment de développer le réseau des promoteurs. Les prochaines activités pour 2021 pour vos agendas. Donc, les visites en jumelage virtuel vont avoir lieu d'ici la fin de l'année. L'appel à candidature pour sélectionner les villes va être diffusé, je pense, dans les prochaines semaines. Il y a plusieurs workshops, plusieurs ateliers virtuels qui vont présenter l'accord comme on le fait aujourd'hui en France, mais dans d'autres pays. Et pendant la Green Week, donc qui a lieu en juin, c'est la semaine verte au niveau européen, on organise un atelier sur la zéro pollution, qui est une stratégie qui va bientôt être publiée par la Commission européenne. Mi-juin, début juillet, une nouvelle réunion entre les signataires pour aborder des questions techniques ou parler des projets en développement, et une cérémonie de signature pour tous les maires qui ont signé l'accord en septembre, probablement en ligne, sous réserve que les conditions sanitaires restent ainsi. Bien sûr, si c'est ouvert, on pourra envisager une réunion en présentiel, mais c'est un petit peu compromis pour le moment. Voilà, plus d'informations sur les villes vertes sur le site et on vous passera cette présentation pour que vous puissiez accéder à tous ces liens. Merci Axel pour cette présentation. Il nous reste quelques minutes. Je propose qu'on déborde peut-être un petit peu sur l'horaire programmé de quelques minutes. Je souhaitais savoir s'il y avait des questions éventuellement via le chat ou des demandes de prise de parole. J'ai une demande sur la date limite de candidature. Axel, si tu peux juste préciser sur… Non, c'est ouvert à tout moment, donc vous pouvez signer aujourd'hui, vous pouvez signer dans 2 mois, dans 1 an. Il n'y a pas de date limite. Par contre, c'est à partir du moment où on a signé, on a 2 ans pour définir son plan d'action. C'est là qu'on a une deadline. C'est un engagement au fil de l'eau dans lequel voilà, peuvent s'inscrire les collectivités à partir du moment où elles en font le choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou demandes de prise de parole? Une question sur le rôle exact des promoteurs, si tu peux
éventuellement revenir dessus? Oui, le rôle exact des promoteurs. Donc, c'est vraiment nous aider à faire la promotion du Green City, de l'accord des villes vertes, pardon, auprès des signataires. C'est-à-dire mettre des informations sur votre site internet, organiser éventuellement un échange avec les villes qui sont sur votre territoire, ou alors donner un petit peu de contenu pour aider les villes. Par exemple, l'association européenne qui travaille sur le recyclage pourrait très bien organiser un atelier pour les villes qui voudraient avoir un peu plus de détails sur comment faire leur plan d'action dans le domaine de l'économie circulaire. Donc, c'est pour tout un... il peut y avoir vraiment un rôle très varié et je vous invite vraiment à prendre contact avec le secrétariat si vous avez envie de vous engager sur le Green City Accord avec nous et nous aider à le promouvoir en France. J'ai également une question sur à quelle échéance se tiendront les visites entre signataires et collectivités souhaitant s'engager. Oui, les peer Les learning, peer learning, ouais. elles sont prévues normalement au mois de septembre. On attendait normalement de pouvoir les faire en présentiel, mais on voit que c'est pas possible. Donc, on va quand même les faire en ligne, a priori au mois de septembre, avec un appel un appel à participation qui va être diffusé, je pense, au mois de mai ou juin. Donc, c'est en cours. Je pense que tu vois la question sur également le plan d'action. À quelle échéance, j'imagine, doit-il être défini et mis en action, hein, puisque c'est à une échéance On, assez, on est sur un long terme, vraiment une échéance à très long terme. On propose 2050, mais c'est un petit peu à la ville de définir son 2000 propre plan d'action. c'est 2030, pardonne-moi, 2030, oui, 2030, pardon, oui, 2030, oui, oui, d'accord. 2030, pardon. Sur le nombre de signataires, peut-être Je crois repréciser. qu'on est à 42, parce qu'on en a eu 2 qui ont signé aujourd'hui dans les Açores, et donc ça peut être intéressant pour les visites d'études. Hein. Mais donc, je crois qu'on est à 42, 45, 45, nous voilà. dit la représentante du Cities. Est-ce qu'éventuellement il y a d'autres questions ou demandes de prise de parole? Manifestement non. 45 sur toute l'Europe, tout à fait. Oui, oui. Effectivement. Il était évoqué la question notamment de l'articulation avec les financements disponibles, les financements européens disponibles, la prise en compte de ces enjeux dans le cadre des plans européens de relance, du plan national de reprise et de résilience, hein, qui a été récemment présenté par les autorités françaises. Donc ça, je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait tout à fait revenir à l'occasion d'un prochain séminaire, hein, qui nous permettrait d'aborder vraiment le contenu notamment du plan de relance, par exemple, hein, puisqu'on identifie déjà un certain nombre de pistes de financement, hein, sur des thématiques liées à l'accord des villes vertes, hein, sur la question de l'assainissement, sur la question de la valorisation des déchets, des centres de tri, etc. Donc ça peut être voilà, un point qu'on abordera à l'occasion d'une prochaine réunion. Ronan, tu souhaitais prendre la parole? Écoutez, non, j'attendais que tu conclues pour dire au revoir à tout le monde. Donc, mais je crois que c'est... je ne sais pas si on est à la conclusion, s'il y avait encore... Ton micro est coupé, Ronan. Non, je disais donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions techniques ou si on en est vraiment à la... Manifestement non, pas dans donc, le on en chat est en tout cas. au moment de la conclusion et je salue Christophe qui nous a... Si, voilà, Pourquoi si peu de villes françaises signataires? Axel. On n'avait pas encore fait la promotion en France, on attendait cette séance et on espère qu'il y en aura de plus en plus. Voilà. On commence la promotion, ça a été lancé à la fin de l'année dernière. Donc c'est une initiative relativement récente encore. Hein. Oui, je crois qu'on est aussi dans un moment, c'était un peu aussi le sens de ma question tout à l'heure, je crois qu'on est quand même dans un moment où il faut déjà qu'on absorbe en France l'évolution du cadre avec l'arrivée du CRTE, qui sera quand même l'outil intégrateur financier
de soutien de l'État et donc des financements européens à la transition écologique sur les territoires. Donc, on est dans ce moment-là. On est aussi dans le moment où les nouvelles équipes municipales et communautaires ont souvent fait connaissance par visio. Dans le moment aussi où il faut réécrire souvent les projets de territoire pour les équipes qui ont changé. Et là aussi, c'est plus difficile avec des acteurs du territoire qu'on voit que par écran. Donc, on est dans un moment un peu compliqué pour déjà se projeter sur un nouveau dispositif européen. Mais je pense que ça va venir. Ce que je disais quand même, ce qui est intéressant à redire, c'est à quel point sur la Convention des maires signée aujourd'hui par des milliers de territoires européens, les résultats sont assez impressionnants et sont significatifs quantitativement sur les résultats de l'Union européenne elle-même. À partir du moment où je crois que de mémoire, c'est 25% de la population européenne qui doit être dans la Convention des maires et que ça fait à ce stade entre 25 et 30% de réduction des émissions sur 25% des habitants, c'est un élément du résultat quantitatif de l'Union européenne sur le climat. Donc, si sur les autres questions, déchets, eau, qualité de l'air, on peut avoir le même résultat quantitatif, ça devient effectivement extrêmement intéressant. Mais à condition, c'est ce qu'on disait, et je crois qu'on peut retenir l'idée d'avoir une séance là-dessus, que les financements européens suivent et aillent au bon endroit. J'ai déjà quelques exemples où finalement ces 30% de financement sur le New Green Deal servent à réparer les remparts. Je ne suis pas sûr que l'impact environnemental sera très très fort et pourtant c'est compté dans les 30%. Donc ça existe déjà. Donc, ce qui veut dire que tous les dispositifs qui vont dans le sens de plus de cohérence de l'action publique sur la transition doivent être soutenus et c'est le sens de la rencontre de ce matin. J'avais juste une demande de prise de parole de la ville d'Hermont, Monsieur Clément. Oui, bonjour tout le monde, vous m'entendez là? Bon. Oui, très bien, merci. Oui, en fait, on a parlé de choses qui étaient déjà en cours, c'est-à-dire en fait, chez nous, effectivement, nous avons déjà mis en place un certain nombre d'actions pour aller dans le sens de ce côté ville verte. Est-ce que, en cas de signature et donc dans la prévision d'un projet global de la ville verte, on peut intégrer ces choses qu'on a déjà commencé? Oh bah, je présume, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu l'objectif, c'est de pouvoir capitaliser sur les initiatives existantes. Merci. Il y avait également une question sur le rapprochement entre la Convention des maires dont on a beaucoup parlé et ce nouvel accord. Axel? Bonne question, mais à mon avis, c'est pas la même DG, ou à l'époque, c'était pas la même DG. Excusez-moi, je n'ai pas saisi la question, Sabine. Oui, sur l'éventuel rapprochement entre la Convention des maires pour l'énergie et ce nouvel outil lié à l'accord des villes vertes. Oui, je pense qu'il faut d'abord lancer l'accord des villes vertes, lui donner sa chance de croître et de trouver ses bénéficiaires. Et bien sûr, organiser des synergies entre les deux initiatives, intégrer un petit peu les actions pour que ça soit plus clair au niveau des villes. Mais pour l'instant, on ne parle pas encore d'une fusion. Bien, je pense que nous sommes arrivés à la conclusion de notre session d'information. J'espère que vous aurez eu l'essentiel des informations pour pouvoir éventuellement vous engager dans ce nouveau dispositif. Nous restons à la FCCRE et avec les collègues du CCRE, bien sûr, à votre disposition pour toute question complémentaire que vous pourriez avoir à l'issue de cette session. Simplement vous rappeler que nous vous renverrons l'ensemble des documents, liens qui ont été partagés au cours de cette session après la réunion, que la session était enregistrée, que vous pourrez accéder à la vidéo après la réunion également. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Axel, Ronan, si vous souhaitez dire un mot. Non, je crois que je viens de le dire, donc je pense que c'est tout ce qui va dans le sens de la mise en réseau et de la dynamique collective à l'échelle européenne était absolument essentiel. Je crois que c'était un peu le sens quand même du débat de ce matin, donc merci à tous. Merci, à très bientôt.
Au revoir. Au revoir.